Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur notre page YouTube, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et bonjour à tous et bonne année Oui, 2026 sur tous les plans. Ça va être compliqué pour la France, on va plutôt dire bonne chance pour la France. Oui, on le souhaite d'ailleurs. On souhaite effectivement, mais surtout voilà, il faut garder l'espoir malgré tout. Oui, on était qu'à la main qu'à votre place hier, on a beaucoup parlé de Trump et de son opération au Venezuela. Juste sur le pétrole, moi je crois c'est une surprise, le pétrole finalement n'a pas vraiment réagi après ce coup de force des Américains au Venezuela. C'est normal, parce que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le pétrole. Je vous rappelle que le Venezuela, c'est la plus forte réserve du monde. Bon, un pétrole qui n'est pas très bien exploitable, ça coûte très cher de l'exploiter, il faut des raffinages spéciaux, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, on va dire le Venezuela c'est 1 million de barils par jour. 1 million de barils par jour, donc c'est 19% des réserves mondiales, mais c'est à peu près effectivement 1%, je dirais, de la production mondiale. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de rattrapage qui est assez élevé, donc c'est plutôt bon pour le pétrole. Alors de l'autre côté, effectivement, on se dit, bon, est-ce que ça va faire tache d'huile? Est-ce que peut-être d'autres pays vont se dire, peut-être la Chine va intervenir à Taïwan, etc. Donc c'est ça, c'est les craintes géopolitiques qui sont là, mais si dans les prochaines semaines, on a le baril vénézuélien qui revient sur le marché, voire le baril iranien, parce que aussi on n'en parle pas trop, mais peut-être le régime des mollets est en train de tomber, peut-être que le régime iranien va revenir également sur le marché mondial, là le pétrole peut tomber à $50, voire même moins, bien entendu. Donc d'ailleurs, ce n'est pas très bon également pour les États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup de gaz de schiste également, et puis de pétrole également. Donc c'est le premier producteur mondial de pétrole, enfin exportateur mondial, il est exportateur net, n'oublions pas, les États-Unis, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc si le pétrole baisse trop, c'est pas bon justement pour les autres types d'énergie, on va dire. Et donc ce qui veut dire que... Et pétrole de schiste aussi américain qui a besoin, qui a un coût de production autour de $60 et quelques. C'est bon, en fait, le niveau aujourd'hui actuel, c'est autour des $60, ça arrange tout le monde, j'ai envie de dire. Bon, ça serait mieux que ça soit à $70. $60, ça passe encore. Si on tombe à 50, voire 30, ça risque d'être... pour nous, les consommateurs, mais par contre, évidemment, pour les consommateurs, pour l'inflation également, parce que ça va limiter l'inflation, même si on sait qu'en France, par exemple, c'est pas complètement répercuté sur les prix à la pompe, du moins à la hausse, oui, mais pas à la baisse, donc là, ça sera compliqué. Bon, parce qu'on a énormément de taxes, on le sait très bien, on y reviendra certainement, mais toujours est-il que... L'inflation qui est à 0,8% en France. C'est vrai. On est un des bons élèves de la zone euro en matière d'inflation. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, on a une inflation... Non, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui était très forte pendant qu'il y avait effectivement la tendance inflationniste. Maintenant, on a l'une des plus faibles, donc il y a un effet de correction qui s'opère. C'est pas non plus bon signe, parce qu'une inflation trop faible, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de demande et qu'il y a une dynamique qui est limitée. Donc bon, il faut quand même rester prudent, il y a des effets de base qui jouent également. Mais non, c'est plutôt bon pour les ménages, bien entendu. Mais bon, on a eu aussi ce matin l'indicateur des directeurs d'achat en France. On est pile à 50 sur l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur d'activité confondu. Ça veut dire qu'on est bien dans la stagnation économique. Donc on est très très loin des prévisions gouvernementales, bien entendu. On sait très bien que les chiffres du PIB sont un petit peu artificiellement gonflés. Mais bon, toujours est-il qu'on reste sur une croissance très très faible pour 2025 et surtout pour 2026. On va revenir sur la France juste, mais sur le pétrole vénézuélien, rien ne dit, parce qu'on sait que les infrastructures sont délabrées, le secteur pétrolier est en ruine. Les majeures pétrolières américaines, elles devront investir au moins 100 milliards, peut-être des centaines de milliards de dollars. C'est un pari pétrolier, et je veux dire, il n'est pas sûr qu'elles le prennent, ou en tout cas elles vont y réfléchir à deux fois avant d'investir, même si effectivement il y a 300 milliards de barils de réserve prouvés. Oui, alors, c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un pétrole, je dirais, qui n'est pas exploitable facilement, donc il faut des raffineries spéciales, donc qui coûte, c'est un budget, tout simplement, donc il faut dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'on ne va pas rester, je dirais, à 1 million de barils jour. On peut monter à 3 millions, voire un peu plus, ça c'est sûr. Mais après, de là, exploiter tous les millions de barils de pétrole qui restent, c'est pas forcément évident. Mais toujours est-il que, bon, ça va quand même, quoi qu'il arrive, ramener un petit peu de pétrole sur le marché mondial. Après, n'oublions pas, c'est également la demande mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, on a une croissance mondiale autour des 3%. C'est pas mal, mais c'est pas non plus l'euphorie. Je vous rappelle que depuis les années 80, la croissance annuelle moyenne au niveau mondial, c'est 3,5% par an. Donc là, on est à 3%, hors inflation, bien sûr. Donc on est sous la moyenne de longue période. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus l'euphorie. Il y a encore beaucoup de dangers pour les années à venir, pour les mois à venir. Et donc c'est vrai que, pour tout vous dire, ça fait 30 ans que je fais ce métier de prévisionniste, on va dire. Et c'est vrai que pour 2026, c'est une année très bizarre, très compliquée. C'est très compliqué de faire des prévisions. On sent qu'on est à la croisée des chemins. Ça peut effectivement peut-être redémarrer. Ça dépend où. Et ça peut également complètement s'effondrer. Donc je pense que 2026 va réserver beaucoup de surprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la plupart de mes confrères plutôt ont tendance à dire ça sera la même année qu'en 2025, plus ou moins, donc croissance molle. Moi-même d'ailleurs, c'est ce que je dis finalement. On a un peu peur de se mouiller, mais je pense qu'il y aura une surprise en 2026. Donc peut-être à la hausse. D'où alors ?
Alors là, ça peut être une surprise positive. Voilà, on voit le Venezuela, on voit l'Iran, on voit peut-être imaginer une paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, il y a des scénarios également favorables, donc qui pourraient un petit peu booster la croissance mondiale. Et puis après, il y a le scénario catastrophe, crise de la dette publique qui revient notamment en France, voire dans la zone euro. On vous parlait tout à l'heure effectivement du manque de budget. Enfin, ce qui se passe en France, c'est lunaire. C'est lunaire. Et d'ailleurs, j'ai gagné ou pas mon restaurant? Oui, moi je suis venu exprès pour ça. Je suis venu exprès pour ça. C'était champagne, restaurant, je ne sais plus ce qu'on avait parlé. Non, on avait dit restaurant. Mais on va y aller. C'était quoi? C'était en fait, on avait dit que le taux 10 ans français allait. On dit dans l'oreillette qu'on avait dit une caisse de champagne. C'est ce qu'on dit dans l'oreillette. Non, c'est vous qui avez cru ça. J'avais bien dit un restaurant. Le pari, c'était quoi? C'était le taux de 10 ans en français. Effectivement, j'avais annoncé à l'époque. On était donc. Alors n'oublions pas que j'avais quand même annoncé il y a un an, donc là, qu'on les taux d'intérêt allaient augmenter, ce qui a été le cas, on est monté à 3,6%, là on est à 3,6%, donc c'est quand même un plus haut depuis novembre 2011, ne l'oublions pas, donc ça c'était une bonne prévision. Par contre, c'est vrai que je me suis un petit peu emballé avec vous en septembre, où j'avais dit qu'on monterait au-delà des 4%, ce qui était tout à fait imaginable. Pourquoi c'est pas passé comme ça alors? J'ai envie de dire, il y a quand même la BCE qui est intervenue, clairement. Les agences de notation, notamment Moody's, n'a pas dégradé. Les autres ont dégradé, mais de façon limitée. Donc voilà, et puis il y a la BCE qui soutient derrière. Et puis je pense qu'il y a également des investisseurs étrangers, on ne sait pas qui soutiennent cette dette publique, envers et contre tout, j'ai envie de dire. Et ça me paraît dangereux parce qu'on est en train de perdre quand même notre indépendance. Donc voilà, d'ailleurs, je viens de faire, vous savez que tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions, ça fait 28 ans que je fais ça. Je suis le seul économiste de France à le faire, c'est pas pour lancer des fleurs, mais ça serait bien que les autres le fassent, mais ils veulent pas. Bon bref, donc c'est 28 ans que tous les ans, je fais le bilan de mes prévisions. Ouais. Là, il y a un an, on avait dit ça, là on a eu raison, là on a eu tort. Et cette année, l'année dernière, pendant 3 ans, je n'ai fait qu'une erreur de prévision, c'était sur les marchés boursiers. Et là, malheureusement, j'en ai fait 2. Bon, sur plus d'une trentaine de prévisions, c'est pas énorme. Boursiers, vous avez tendance cette année, voilà, sur les marchés boursiers, c'est vrai que je pensais pas que ça allait continuer d'augmenter, clairement. Voilà, il y a la Mulia, parce que c'est vrai que le début d'année était catastrophique. Rappelez-vous, Trump, les droits de douane, ça s'était effondré. Ouais. Et puis finalement, ça a redémarré ensuite parce que Trump est revenu en arrière. On a la bulle de l'IA qui est là, les banques centrales qui ont été toujours très sympathiques. Et puis aussi également l'euro-dollar. Là aussi, ça avait bien commencé, l'euro avait bien baissé. Ouais. Ensuite, Trump a dit non, je veux un dollar faible. Et donc, le dollar est parti à la baisse. Et donc, l'euro à la hausse. Voilà, ce sont mes 2 erreurs de. Moi, je suis tout à fait transparent, vous voyez, de 2025. Bon, 2 erreurs, c'est pas énorme non plus. J'aimerais bien en faire aussi peu peut-être en 2026. Pour tout vous dire, je suis un petit peu inquiet pour 2026 parce que c'est très très compliqué là, à faire des prévisions cette année parce qu'il y a quand même énormément d'incertitudes. Mais je pense que la clé, il y aura 2 clés. Ça va être les taux d'intérêt, donc des obligations d'État, est-ce que ça va continuer d'augmenter ou pas, et la France. Je pense que la France, ça va vraiment être déterminant parce que je ne sais pas comment on va sortir de cette crise politique. Parce que là, on nous dit, vous savez, je me suis amusé entre guillemets, c'est-à-dire quand on me dit aujourd'hui, ah non, attendez, je fais une interview l'autre jour sur un de vos confrères qui me disait, oh, vous voyez, la France, ça va pas si mal, c'est pas mal, 0,8% de croissance. C'est quand même incroyable, on se félicite de 0,8% de croissance. On devait faire 0,6, on fait 0,8, c'est formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le chômage est en train d'augmenter, non, tout va bien. La dette publique a explosé, on a battu des records, non, tout va bien. Nous sommes le pays de la zone euro où il y a le plus de déficit public, on dit non, c'est pas grave, tout va bien. Attendez, mais c'est l'orchestre qui joue de la musique. Pour moi, le Titanic est en train de couler. Oui, après, le juge de paix, pour moi, encore une fois, c'est toujours les taux à 10 ans sur la dette française. On est d'accord, mais c'est exactement. C'est le juge de paix pour l'instant, 3,6%, il n'y a pas le feu au lac. Alors 3,6%, n'oublions pas que c'est quand même l'un des grands événements de 2025. C'est que les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française sont passés au-dessus des taux d'intérêt italiens. Ah bah oui, non mais ça joue. N'oublions pas quand même que nous avons la protection de la Banque centrale européenne, de la zone euro au sens large, qui continue d'acheter cette dette publique alors qu'elle n'a pas vraiment le droit de le faire, mais elle fait sur le marché secondaire, etc. Mais franchement, on ne mérite pas toujours notre A+. La BCE qui achète de la dette française sur le marché secondaire. Évidemment, elle le fait. De toute façon, c'est évident. De toute façon, c'est dans ses. Combien on n'a pas les chiffres, c'est ça le problème. C'est pas complètement transparent, on n'a pas les chiffres. Et puis parallèlement, on sait très bien. Elle réduit la taille de son bilan, donc je vois pas comment elle achète. Oui, mais ça dépend des pays. Parce qu'elle a justement un mécanisme pour limiter les écarts de taux. Vous vous souvenez? Donc c'est bizarre que personne n'a interrogé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais on n'en parle pas trop. C'est comme la Réserve fédérale américaine. Ça aussi, personne n'en a parlé. Moi, ça m'a choqué. En fin d'année dernière, elle a baissé les taux d'intérêt, c'est vrai, mais en plus, elle a dit qu'elle allait reprendre la planche à billets. Oui. Très surprenant. Sur les maturités courtes. Certes, mais quand même. C'est-à-dire que les banques centrales, c'est ça qui me fait peur, si vous voulez, c'est qu'il y a un danger qui est là, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Le danger pour 2026, c'est quoi alors, le danger? Le danger, je vous l'ai dit, il y en a 2. C'est la France. Moi, je pense que la France, cette crise politique, peut vraiment dégénérer. Et ça a été le cas. Ouais. La crise a continué, malheureusement. Même, elle s'est aggravée, rappelez-vous. Il y a un an, on dit « Oh, M. Bayrou va tout faire, il va tout arranger. » Rien du tout. Ça aussi, j'étais l'un des rares à dire qu'on allait encore battre des records en termes de dette publique, de déficit public.
Je me souviens, ici même ou ailleurs, j'avais dit oui, on va avoir une charge de la dette qui va augmenter à 60 milliards. On dit mais non, jamais de la vie. Ouais, on sera à 70 cette année, en 2026, on va être à 70 milliards. Chiffre de l'AFT. On n'est même pas sûr que ça sera même l'Agence France Trésor. L'Agence France Trésor. Elle nous a dit qu'elle va émettre 310 milliards d'euros de nouvelles dettes nettes cette année, c'est-à-dire net des rachats. L'année dernière, elle a fait 50 milliards à peu près de rachats. Ça veut dire qu'il y a peut-être 360 milliards de nouvelles dettes. Ouais. Vous voyez, au total, qui va arriver sur le marché. Les investisseurs sont toujours là pour en acheter. Hein. Oui, mais jusqu'à quand? Parce que n'oublions pas que cette année, il y a un nouvel élément, c'est que l'Allemagne également va émettre pas mal de papier sur le marché. Et donc là aussi, on risque d'avoir des investisseurs qui vont se dire, bon, entre l'Allemagne et la France, peut-être je vais se dire quand même l'Allemagne. Il y a 70 points de base. Exactement. Et puis surtout, il y a également, ça c'était un des grands événements, le Japon, la dette publique japonaise, taux d'intérêt commence à augmenter. Donc les Japonais... Là, il y a un vrai sujet pour le coup sur le Japon, c'est vrai ça. Parce que les Japonais maintenant peuvent investir dans leurs propres obligations qui avant rapportaient que dalle. Ben surtout, il y a plus ce qu'on appelle le carry trade. Ça veut dire qu'ils s'endettaient à zéro, effectivement, au Japon, en yens, et après ils replaçaient dans le monde entier, et c'était mieux que zéro, bien entendu. Ouais. Là, maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, change, quand même. Bien entendu, on est à 0,75% sur le taux monétaire, et on est donc monté à 2,08% sur le 10 ans, japonais. Ouais, c'est quand même assez incroyable, hein. C'est des taux depuis les années 90. On n'a plus vu ça depuis la fin des années 90. C'est pas rien. Vous voyez. Donc, il se passe quelque chose au Japon, et on sait très bien que très souvent, quand la Banque du Japon monte les taux d'intérêt, c'est historique. Hein. À chaque fois, ça annonce une crise. Donc, c'est ce qu'elle a fait l'année dernière. Donc voilà, 2026, ce sera une année, je pense, très compliquée. Mais pour tout vous dire, malgré tout, je veux garder l'espoir, mais je pense que le grand danger, ça sera quand même la France, malgré tout, comme l'année dernière. Et ça a été le danger, la France. On est passé, je dirais, à deux doigts de l'effondrement. On l'a finalement évité grâce à la BCE, grâce aux agences de notation, grâce à des fonds étrangers qu'on ne connaît pas. Mais il faudra bien qu'un jour on les connaisse. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la part des étrangers dans la détention de la dette publique française ne cesse d'augmenter. C'est 57%. Jusqu'où va-t-on aller? Vous voyez, donc ça aussi, c'est quand même une vraie question. Et la Banque de France ne nous dit toujours pas qui détient cette dette publique française. On n'a pas les chiffres. On sait que c'est des étrangers, on ne sait pas qui. Bon. Il y a une autre bizarrerie, juste si on sort de la France, c'est une stat qui est sortie pendant les vacances, c'est la croissance américaine au troisième trimestre. Oui. Quasiment 4% en rythme annualisé. On a eu 3,5 quelques ou plus au troisième trimestre. Et en même temps, on a peu de création d'emplois, on a un taux de chômage qui remonte. Comment c'est possible d'avoir une croissance, d'après les chiffres, si on croit les chiffres? Il faut dire que la productivité baisse, hein, certainement. Hein, mais bon, globalement, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une situation d'inquiétude sur les États-Unis où augmente, je veux dire. J'ai dit oui, je viens du froid, si vous voulez. Donc pendant que je disais, j'étais en train de réfléchir en disant oui, j'écoute. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Merci David. Oui, désolé, hein, mais bon, effectivement, productivité augmente, mais ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème sur le PIB qui a fortement augmenté. Là, on sera à peu près à 2,3% de croissance l'année dernière. Ouais. Moi, j'ai plutôt 2%. Rappelez que l'année dernière, quand j'ai annoncé... 4% sur un semestre. Oui, sur le troisième trimestre. T2, T3. Ouais, mais même un peu plus au troisième qu'au deuxième. Oui. Mais quand j'ai annoncé l'année dernière 2% de croissance, rappelez-vous, on me brillait au nez. On me disait, mais non, ce sera la récession aux États-Unis en 2025. On a quand même fait 2%. Le 2,3 me paraît un petit peu gonflé. Bon, on verra après, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes d'ajustement statistique à cause du shutdown. Donc là, il fallait certainement au quatrième trimestre réviser. Peut-être, il y aura peut-être même une baisse du PIB. On verra, mais ça va être assez compliqué. Donc, je pense qu'il faut attendre. Mais pour être très honnête... Pas d'inquiétude sur l'économie américaine ou inquiétude ou pas? Alors, pour l'instant, parce que les Américains ne sont pas contents après Trump en matière... Les indicateurs des directeurs d'achat ne sont pas mauvais. Ils sont meilleurs qu'en Europe. Meilleur qu'en France, évidemment, c'est facile. Mais par contre, vous l'avez dit, l'inquiétude, c'est que le chômage augmente. Et que surtout, l'indicateur de confiance des ménages baisse. Oui, toujours. Donc là... Ils n'empêchent pas de consommer. Hein. Oui, mais c'est comme en France. C'est du carpe diem. Quoi. On dit, bon, bah voilà, on peut consommer. Alors, les salaires ont quand même bien plus augmenté aux États-Unis qu'en France. Donc ça soutient quand même l'activité. Mais bon, toujours est-il que... Pour tout vous dire, moi, je suis encore une fois... Je vous livre vraiment mon ressenti. Je suis un peu inquiet sur les statistiques qu'on nous sert à travers le monde. Je ne sais plus si on peut faire confiance à ces statistiques de croissance, qu'elles soient en France, qu'elles soient aux États-Unis. C'est bizarre. Ces chiffres sont bizarres. Je pense qu'il y a des ajustements au niveau peut-être de l'inflation, du déflateur des prix, sans rentrer dans le détail. Mais c'est vrai qu'on a un certain décalage entre les indicateurs avancés, des directeurs d'achat par exemple, et puis la croissance effective. Donc voilà, il faut être prudent. Mais le juge de paix en la matière, c'est quand même l'emploi. Parce que là, évidemment, s'il n'y a pas de croissance, finalement, l'emploi ne peut pas continuer. L'emploi freine, mais reste positif.
Aux États-Unis. Aux États-Unis. Chez nous, il baisse. Aux États-Unis. Eh oui, aux États-Unis. Le chômage augmente chez nous. Attention, n'oublions pas, on est à 7,7% de taux de chômage. Je pense qu'on va bientôt atteindre 8, peut-être même 9 en fin 2026. Donc non, en France, la situation est quand même très, très compliquée. Ils ont raison ou tort, les Américains, d'être mécontents de la politique économique de Trump? 68% des Américains jugent que l'économie américaine se porte mal. Agence sondage Associated Press pour l'Université de Chicago. Alors le problème, c'est qu'il a quand même, pour l'instant, il a tenu une partie de ses promesses. Il a mis des droits de douane, ça a rapporté quelques milliards de dollars en termes de réduction. On va voir ce que va dire la Cour suprême. Hein. Exactement. Mais surtout, le problème, c'est qu'il s'est trop engagé. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais encore faire baisser le chômage, qui était déjà faible avant qu'il arrive. Je vais supprimer l'inflation. On est encore à 2,7% d'inflation. Et donc, pour l'instant, ça prend du temps. Donc, je pense que l'économie américaine, elle surfe sur, on va dire, la bulle de l'IA. Et comme beaucoup de ménages américains achètent des actions, donc ils ont un effet de richesse positif. Mais bon, à part cela, c'est quand même... c'est pas l'euphorie, moi je m'y attendais, mais encore une fois, quand on a 2% de croissance dans le contexte actuel, ça va, c'est pas dramatique non plus. Mais peut-être qu'il a peut-être survendu un petit peu en disant que ça allait être l'euphorie. Mais la clé, encore une fois, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage est en train d'augmenter, même si on est à 4,6%, 4,7%, néanmoins, ça augmente. Donc c'est ça qui peut générer cette inquiétude sur les ménages américains. Est-ce que Trump va encore souffler le chaud et le froid sur les marchés en 2026 ? Ou est-ce que finalement, les marchés se sont habitués, un peu comme les Français se sont habitués aussi un peu à la crise politique et vont continuer malgré tout de consommer, d'investir? Ouais, ce qui est assez inquiétant, c'est que c'est le volte-face permanent de Donald Trump. Rappelez-vous les droits de douane. Puis après, vous savez, les marchés s'étaient effondrés de 15% en quelques semaines. Et il avait dit, c'est le moment d'acheter, vous vous souvenez? Et hop, 2 jours après, il dit, je reviens sur les droits de douane. Évidemment, les marchés ont flambé. C'est assez incroyable qu'un président fasse ça. Comme on disait quelqu'un, un président ne devrait pas dire ça. Vous voyez. Donc, pareil sur le dollar. On sait très bien que le dollar ne peut pas trop baisser. Si le dollar baisse trop, c'est dangereux pour l'hégémonie du dollar sur la scène internationale. Et Trump nous dit, non, je veux un dollar plus faible. Voilà. Et puis après, il revient en arrière. Bon, ce volte-face est assez dangereux. Et donc d'où la difficulté de faire des prévisions. Comment vous voulez faire des prévisions sur ce que va dire Donald Trump? Déjà, peut-être même lui, il ne sait même pas. Donc nous faire des prévisions sur ça, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien qu'on a quand même cette bulle de l'IA qui est bien là, et qui continue, finalement. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cash. Par contre, là aussi, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Ça a été l'un des grands événements également de 2025, et c'est l'or. Parce que normalement, quand les marchés boursiers boostent, l'or a tendance à baisser réciproquement. Donc là, ça a été de concert. On a eu l'or qui a augmenté avec les marchés boursiers. Et parce qu'en fait, les investisseurs ont toujours beaucoup de cash, beaucoup de liquidités, toujours liées au planche à billets des années 2015-2020. Ça continue aujourd'hui, 2022 même. Ça continue encore aujourd'hui. Il y a ce cash qui a été réinvesti, donc ça fait des profits. On le réinvestit encore dans les marchés boursiers. Mais ils se disent qu'il y a quand même des dangers. Donc, on va acheter effectivement de l'or. Et même, vous avez vu la flambée de l'argent également. On est sur une hausse vertigineuse. Donc là aussi, ça veut dire que... Ça coûte moins cher l'argent, c'est $60. Non, mais 4005. Certes, oui, certes, mais on est monté à quasi 4005 sur l'once d'or en séance. Donc ça veut dire que les investisseurs se disent, il y a quand même des dangers. Donc je préfère quand même garder une poire pour la soif. Donc ça, c'était un de nos grands paris l'année dernière, qui a bien fonctionné. On a dit, l'or va continuer d'augmenter. Ça a été le cas. Pour cette année, évidemment, On est à $4400 l'once. Vous le voyez où, l'or Compliqué. Ouais. Compliqué. C'est-à-dire que... Mais je pense qu'il faut quand même... L'or restera la valeur refuge, mais ça va être compliqué. Je vous sens dans le brouillard, Marc. Oui, exactement. Là, voilà, alors, soit vous êtes levé tard, soit vous êtes levé tard ce matin. Soit... J'ai pris l'avion hier, c'est pour ça que Non, c'est vrai que je suis perturbé. Est-ce que je vais le dire ou pas? Je dis je vais le dire, parce que moi je suis honnête, je suis transparent. Cette année, je suis quand même très perturbé, parce que je suis en pleine phase de faire mes prévisions là, avec mon équipe. Et c'est vrai qu'on est très perturbé. Il y a une situation, très compliquée. Donc je pense qu'il faut... J'ai envie de retrouver l'espoir, mais c'est comme si on sait qu'il va se passer quelque chose de grave, mais qu'on n'a pas envie de le dire, parce que ça va faire trop peur. Puis j'en ai assez qu'on me dise, vous êtes tout le temps pessimiste. Franchement, ça me fatigue. Moi, je fais que mon métier, j'essaye juste de dire la réalité. Vous voyez, l'année dernière, je fais que 2 erreurs de prévision. Bon, alors, on va voir que c'est des erreurs. Oui. Et toujours, c'est sûr. Mais néanmoins, tout le reste, c'était... Si je vous dis question A ou B, or ou Bitcoin cette année, on achète quoi? Or, bien sûr. Okay. Non, mais Bitcoin, on l'a vu, ça a été quand même là aussi. Ils ont pris une tempête l'année dernière, en fin d'année notamment, ça s'est quand même effondré. Moins 30% en quelques semaines. Ça rappelle que, même si ça remonte aujourd'hui, mais ça rappelle que c'est quand même un actif extrêmement volatile. Donc, est-ce qu'un père de famille peut se permettre, comme ça, de voir son portefeuille faire moins 30%, plus 30%? C'est bon, c'est Marc, bourse européenne ou Wall Street cette année, en 2026?
Ah non, il est perdu là cette Ah année. ouais, mais- voilà, les Wall Street, on va dire Wall Street, on va dire Wall Street. Ouais, je suis inquiet. Il prend pas de risque, il prend pas de risque. Ouais, je suis inquiet, je suis inquiet. Vous voyez tout, ouais, je peux pas mentir. Et donc, on peut ou pas imaginer, avec toutes ces inquiétudes et tout ce brouillard, une quatrième année, c'est une question qu'on s'est posée hier, quatrième année de hausse consécutive sur les bourses mondiales hors CAC 40 qui avait baissé en 2024? Bah, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les arbres ne montent pas au ciel. Le problème, c'est que Trump veut tout faire pour que ça continue d'augmenter. Donc il va tout faire, mais Il y a sa réforme fiscale qui les entre marchés, aussi en... ouais, puis les marchés sont vigueur. très chers. Les marchés sont très chers. Donc la question est de savoir jusqu'où cette bulle peut continuer. Parce que même sur les marchés obligataires, on a une bulle. On voit ces taux qui flambent, cette dette qui flambe et ces taux qui ne bougent pas, ou très peu. C'est anormal. Parce que je veux dire, donc, il faut bien comment on se réveille. Vous voyez, c'est-à-dire que je sais qu'on a du mal, on ne veut pas voir la réalité en face. Donc moi, c'est ça qui On m'inquiète. place où son argent C'est cette qu'on a année? un déni de réalité. On place où son On a un argent? déni de réalité permanent. Oui, mais Donc, après, quand on a un portefeuille, qu'est-ce qu'on fait cette année? alors, quand on a un portefeuille, on garde toujours un petit peu d'or. Ouais. Toujours 15% d'or, peut-être même 20%. Il faut garder la poire pour la soif. Après, donc, il faut quand même éviter, peut-être, c'est le dette publique. C'est pas le moment, parce que si les taux d'intérêt montent... Alors, évidemment, si on garde ces obligations d'État 10 ans, normalement, l'État français va rembourser au bout Jusqu'à de la 10 ans, maturité, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de C'est problème. pas un mauvais plan, hein, 3,6%. Oui, c'est pas mal. Oui, garantie. Voilà, Sauf défaut, qui n'arrivera pas. oui, je pense pas, on ne sait jamais. Hein, non, après, La il y a, BCE qui est là. ouais, mais justement, il y a quand même un danger sur la zone euro au sens large. Donc, il faut être prudent. Je pense très honnêtement, c'est une année de prudence 2026, une année charnière. Franchement, cette année, je le dis, hein, je le redis, ça fait 30 ans, je crois que j'ai jamais eu autant de mal à faire des prévisions pour une année. D'autant C'est qu'il y pas aura bon aussi, signe. c'est vrai que cette année, il y aura aussi, alors ce qu'on peut prévoir, Marc, il y a la Cour suprême qui va rendre sa décision américaine sur les droits de douane de Trump, avec ce risque peut-être de revers pour le président américain. Oui, mais enfin bon, ils sont quand même là, ces droits de douane. Ça a quand même cassé le commerce mondial, il faut quand même le Enfin, reconnaître. s'ils sont illégaux, il faudra rembourser les entreprises qui viendront réclamer Oui, et puis- un remboursement. Et puis surtout, oui, bon, après, est-ce que ça va être illégal? Enfin, il y a des moyens de maintenir quand même d'autres droits de douane. Bon, après, ça, c'est très compliqué de faire des prévisions. Vous voyez, là, vous voyez, donc, voilà, c'est de la spéculation. C'est pas de la Et sur la Fed, spéculation. il doit Bah, nommer, Voilà. en tout cas ce mois-ci, le futur président de la Fed. En quoi ça peut affecter, dans un sens comme Moi, dans je un suis autre, très les inquiet marchés? pour la Fed parce que si vous voulez, la C'est réserve. toujours très inquiet. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je vous dis très honnêtement, je suis inquiet. La réserve fédérale américaine, c'est la gardienne du temple, on va dire. Ouais. Là, l'année dernière, elle n'a pas assuré. C'est-à-dire, elle a fait plaisir au marché, elle a fait plaisir à Trump. C'est pas le boulot de la réserve fédérale. Et quand on avait Alan Greenspan en son temps, quand il y avait la bulle Internet, il a dit je monte les taux, il faut arrêter. Cette bulle, on doit l'arrêter. Là, il y a la bulle de l'IA, le président de la réserve fédérale dit non, on continue, puis je fais plaisir à Trump, il m'a demandé de baisser les taux d'intérêt, alors je le fais. Pour l'image de la Fed, pour sa crédibilité, c'est extrêmement dangereux. Enfin, les taux ont été baissés un peu et en fin d'année. C'est pas Oui, non plus- puis on reprend la planche à billets. Vous voyez, donc c'est ça qui m'inquiète, encore une fois, c'est qu'on est dans cette fuite en avant permanente. Donc jusqu'où ça peut arriver, cette fuite en avant, jusqu'où ça peut continuer, il faut bien que ça s'arrête à un moment. À un moment, il faut qu'on dise stop. Alors ça peut faire mal, puis après on repartira sur des bases plus saines. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, encore une fois, je le redis, ça fait beaucoup, c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face, et donc on gagne du temps. C'est comme Macron en France. Il gagne du temps, voilà, il sait très bien que, regardez cette année, parce que là, regardez, pour faire un budget, le capharnaüm que ça a été. Alors, imaginez faire des lois jusqu'en 2027, on va rien faire. Donc ça, c'est une année pour rien. Donc 2026, c'est une année pour rien, pour la France. C'est un scandale. Vous voyez, voilà. Donc après, on me dit non, mais il faut rien dire, il y a les municipales, etc. Non, moi je suis aussi déçu de Macron. Il devrait dire bon, écoutez, il devrait nous faire un coup à la De Gaulle. S'il veut partir sur un coup de panache. On doit faire 1% de croissance, a priori, cette année. L'INSEE était... Moi, je suis à 0,5. Hein. Je viens de finir mes prévisions. Je suis à 0,5. Ah, je suis prêt à reprendre un pari sur 2026, sur la France, qu'on sera au-dessus de 0. David, je vais vous faire une confidence. Les chiffres sont faux. Les vôtres? Les chiffres sont... Non, tous ces chiffres... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les chiffres que nous commentons, et c'est là, j'ai peut-être un petit peu d'amertume, c'est que tous ces chiffres qu'on commente là, sur la croissance, sont complètement faux. C'est les chiffres INSEE. Après, Ouais, d'accord, mais c'est pas la réalité. Alors évidemment, évidemment, dedans, on vous met le trafic de drogue. On casse on le met thermomètre alors? Oui, en fait, le thermomètre ne donne pas la bonne température, donc on ne sait pas ce qui va bien. Le vrai indicateur, c'est le chômage, c'est l'emploi, et on voit bien aujourd'hui les difficultés, c'est également les défaillances d'entreprises. On n'en a pas parlé, qui ont atteint des sommets historiques, donc selon les chiffres de la Banque de France. Donc là, sur les défenses d'entreprise, c'est dur, effectivement. Cela, on les croit. C'est compliqué, c'est une entreprise qui dépose le bilan, donc ça, c'est des vrais chiffres. Ce que je veux dire, c'est une réalité, c'est comme le chômage. Monsieur, chômage de catégorie A, c'est un peu limité, mais bon, on voit bien que c'est en train d'augmenter. On voit bien aujourd'hui, moi je vois toutes ces entreprises, des clients qui parfois disparaissent, ça fait beaucoup de mal. Ou parfois ils me disent, écoutez, M. Totti, désolé, on ne peut plus travailler avec vous parce que ça fait peur.
ils n'ont plus les moyens, vous voyez. Et on a l'impression que finalement, on se satisfait de cela. Non, moi je trouve ça un petit peu dangereux. Et moi je serais pour un électrochoc. Maintenant, ça va être dur. Alors, peut-être pour terminer, je ne sais pas, il y a quand même une bonne nouvelle en 2025. Et peut-être pour 2026, on n'en a pas parlé, c'est l'Argentine. Ouais. Oui, parce que l'Argentine a redémarré. Je me rappelle, quand M. Milei a été élu, ou même un petit peu avant, pour aller contre lui, il y avait 100 économistes dans le monde entier. Il y avait même certains Thomas Piketty pour la France. Ils avaient signé une chronique, enfin une tribune, 100 économistes du monde entier, en disant si Milei passe, l'Argentine va s'effondrer. Ça sera le chaos social, la récession. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. L'UNICEF même a remercié M. Milei pour avoir réduit le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté s'est effondré. La croissance est à 5%. L'inflation est passée de 300 à 20%. Donc, voilà. Et donc maintenant, l'Argentine revient sur les marchés obligataires. Donc ça veut dire qu'il a baissé fortement la dépense publique. Il baisse maintenant les impôts. Et ça marche. Donc pour moi, celui qui n'arrête pas de dire en France, il faut baisser la dépense publique, il faut baisser les impôts, je me dis, c'est peut-être un espoir, vous voyez, pour terminer sur un espoir. Maintenant, si on reste en l'état... C'est le seul espoir ? Avec le gouvernement actuel, ah oui, c'est le seul espoir. Le seul espoir, c'est ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. On baisse fortement la dépense publique, on baisse surtout fortement les impôts pour toutes ces entreprises, les ménages, puis voilà, on baisse les charges qui baissent sur les salaires pour que ça redémarre. Mais là, faire du saupoudrage de saupoudrage de Saupoudrage de mouches. Je pensais à autre chose, c'est pour ça. Du saupoudrage de mesures, effectivement, mais on va pas. C'est la nouvelle année. Ouais. Non, mais surtout, on est entre nous. C'est important il faut garder l'humour. Mais franchement, on se satisfait de 0,8% de croissance. Ça monte dans l'Allemagne est à 0,2. D'accord, mais même là, les Allemands, ils ont fait des erreurs aussi. C'est pas parce que. Mais moi, je vous parle de la France aujourd'hui. Mais se satisfaire de 0,8%, les Allemands n'ont pas fait le déficit public que nous on a fait. Parce que nous, n'oublions pas que notre croissance est achetée à crédit. Ouais, avec 5% de déficit, 3 années consécutives. 5,4% même. Mais bon, toujours est-il que cette croissance, elle est artificielle. Comprenez ? Donc, est-ce qu'on peut continuer de garder une croissance artificielle achetée par ce déficit, achetée par la dette? Alors on me dit oui, mais ça ne coûte rien. Ben si, ça coûte 70 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette. Et on va vers 100 milliards d'ici 3 ans. Mais surtout, en 15 ans, la charge d'intérêt de la dette va atteindre 1000 milliards d'euros. La charge d'intérêt de la dette en France sur 15 ans. Ah, sur 15 ans, oui, en cumulé, oui. Cumulé, bien sûr. 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, il faut les trouver. Ouais. L'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. Exactement. Donc quand on me dit que la dette publique ne coûte rien, c'est un mensonge éhonté. Donc moi, voilà, c'est mes vœux pour 2026. J'espère qu'on va sortir du monde du mensonge. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de mensonges, disons-le, notamment en France, où on essaye de nous empêcher de tourner en rond. Moi, je vois sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, on a essayé de m'invisibiliser. On essaye, il y a des trolls qui... C'est incroyable où nous sommes arrivés aujourd'hui en France. Je suis très inquiet. Comme vous le savez, en 2025, il y a eu des faux sites qui ont été créés, donc ce n'est pas moi, les groupes WhatsApp, etc., ce n'est pas moi qui vous conseille d'acheter de l'argent, etc. Oui, j'ai vu ça. Non, ce n'est pas moi, bien entendu, faites très attention. On m'a fermé mes comptes dans une banque française. Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est normal ? J'ai eu 2 contrôles fiscaux, dont un n'est pas terminé, et je peux vous dire que c'est pas marrant. Vous voyez ? Et voilà. Je suis qui ? Voilà, peut-être que j'ai un petit pouvoir médiatique, c'est tout. Et je fais juste mon métier. J'espère qu'on sortira de Serre France. Sinon, je vais vous dire, on ne restera pas. Moi, je vois aujourd'hui tous ces chefs d'entreprise qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Non pas que leur entreprise va mal, ils n'en peuvent plus de payer autant d'impôts, d'avoir autant de rigidité administrative, ils n'en peuvent plus. Donc c'est le vœu que je fais aujourd'hui, que je formule, c'est qu'en 2027, en 2026, donc peut-être même dès cette année, espérons-le bien, la France change. Allez, on formule tous ce vœu. Merci, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, l'économiste Marc Toty. Merci Marc. Merci à vous, avec plaisir. Salut. Bye.